Merci d'écouter la radio nationale du Mali. Il est 13 heures à Bamako, 14 heures à Bruxelles en Belgique. Le journal Bourama Traoré. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de Mali Actualité, les titres. Rokia Traoré retrouve la liberté après plus de 7 mois de détention. L'artiste malienne en conflit avec le père de sa fille avait été condamné à 2 ans de prison pour non-représentation d'enfants. Elle n'est plus réservée aux hommes, la broderie à la main se met au féminin. Le métier est classé au patrimoine immatériel et occupe une place importante dans la vie des communautés à Tombouctou. Un métier à la fois passionnant et porteur, témoignages et explications dans les grands formats de cette édition. Au Gabon, la page de la transition se refermera plus tôt que prévu. L'élection présidentielle se tiendra le 12 avril 2025, soit plus de 4 mois avant la fin de l'échéance. En Corée du Sud, les enquêteurs rendent leurs conclusions sans surprise. Ils recommandent l'inculpation du président déchu Yoon Suk-yeol pour rébellion et abus de pouvoir. La page sport de cette édition est essentiellement consacrée au football, avec notamment le démarrage hier du championnat national féminin. Dans la leçon du sport de ce jeudi, on vous explique la technique de prise si vous voulez un sport de combat. Dans le viseur de la chronique judiciaire, le notaire chargé de donner un caractère authentique aux actes de l'autorité publique, comment les saisir et quels sont ses honoraires, on vous répond en fin d'édition. C'est tout pour les titres. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue. L'artiste malienne Rokia Traoré est libre depuis hier. Elle a été remise en liberté à l'issue d'une nouvelle audience au palais de justice de Bruxelles. Notre compatriote était incarcéré depuis le mois de juin en Italie puis en Belgique. En conflit avec le père de sa fille de 9 ans, elle avait été condamnée à 2 ans de prison pour non-représentation d'enfants. Rokia Traoré retrouve donc la liberté. Au Gabon, l'élection présidentielle se tiendra le 12 avril 2025, soit plus de 4 mois avant la fin de la transition fixée fin octobre. Le décret a été adopté hier en Conseil des ministres. En début de semaine, un nouveau code électoral qui régira ce scrutin a été adopté. Nous allons gagner la guerre contre le M23. C'est le ministre congolais de la communication et des médias qui l'affirme. Patrick Mouyaya a fait cette déclaration après la percée mardi des rebelles sur la ville de Minova, à la frontière entre le nord et le sud Kivu, à 20 km de Goma. Le ministre Mouyaya s'interroge aussi sur la passivité de la communauté internationale à sanctionner le Rwanda, accusé d'être derrière ces attaques meurtrières. Au Soudan du Sud, les autorités ont réitéré hier leur appel au calme face à la prolifération des discours de haine et les incitations à la violence qui visent les Soudanais vivant dans le pays. Des pillages et des violences contre ces Soudanais avaient éclaté après la publication des vidéos montrant des atrocités commises par l'armée soudanaise contre les Sud-Soudanais après la prise de la ville de Wad Madani. Si le retour à la normale semble en cours à Djouba, la capitale, les autorités ont annoncé bloquer les réseaux sociaux. Au Bénin, les procès d'Olivier Boko et de 4 autres prévenus devraient se poursuivre ce jeudi avec des avocats commis d'office par la justice pour défendre les accusés. Mardi, leurs avocats s'étaient désistés. Hier, à l'audience, Olivier Boko et ses co-accusés ont indiqué que le délai ne leur avait pas permis de trouver d'autres avocats aussi rapidement. Ils sont poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État. En Libye, le chef de la police judiciaire, Oussama Al-Masri Najim, a été arrêté dimanche à Turin, en Italie, retenu durant 2 jours en raison d'un avis de recherche d'Interpol et d'un mandat d'arrêt de la communauté internationale. Il est suspecté de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, mais il a été libéré mardi pour vice de forme et a pu rentrer à Tripoli. Aux Comores, c'est une large victoire pour la Convention pour le renouveau des Comores. Les partis au pouvoir obtiennent 28 chaises sur les 33 que compte l'Assemblée nationale. Les résultats définitifs des élections législatives du 12 janvier dernier ont été proclamés hier par la Cour suprême, mais des irrégularités ont conduit à l'annulation du scrutin dans 4 circonscriptions. Des élections partielles doivent être organisées d'ici à 1 mois. L'Égypte mettrait tout en œuvre pour garantir l'application pleine et entière du cessez-le-feu à Gaza. Cette déclaration est du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'exprimait hier lors d'une cérémonie annuelle dédiée à la police. Il a souligné que son pays continuerait ses efforts de médiation entre Israël et le Hamas et consacrerait toutes ses forces pour que le cessez-le-feu tienne.
Le Kremlin ne voit rien de nouveau dans les récents propos du président américain Donald Trump sur le conflit en Ukraine et ses menaces de nouvelles sanctions contre la Russie. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le porte-parole de la présidence russe Dmitry Peskov, interrogé par les journalistes. Toutefois, il assure que Moscou est ouvert au dialogue. Enfin, en Corée du Sud, les enquêteurs ont recommandé ce jeudi que le président déchu Yoon Suk-yeol soit inculpé pour rébellion et abus de pouvoir. Ils ont remis leurs conclusions au parquet après 51 jours d'enquête sur la tentative ratée d'imposer la loi martiale. Retour ici au Mali, direction Ségou, où on forme une vingtaine de journalistes de la région pour combattre la désinformation et la mésinformation. Les confrères renforcent aussi leurs capacités sur la communication en période électorale. À l'origine, la Maison de la Presse et l'ambassade des États-Unis au Mali. On en sait plus avec Honoré Tchenou qui nous appelle de Ségou. En substance, il s'agit pour la Maison de la Presse de sensibiliser des journalistes sur la communication en période électorale. C'est là pour une meilleure vulgarisation des textes électoraux, une sensibilisation et éducation responsable de l'électorat à travers des productions médiatiques, entre autres. Bandjougou Dante, président de la Maison de la Presse. Il est toujours bon de renforcer les capacités des hommes des médias, surtout pour des sujets sensibles que sont les élections. Donc un atelier de formation qui regroupe les acteurs des médias et les acteurs de la société civile est un monde de donner et de recevoir, de renforcement des capacités. Le ton est ainsi lancé pour les 2 sessions successives relatives aux élections et à la désinformation, la régularisation de la communication et des médias, cadre législatif, réglementaire et technique, l'éthique et la déontologie du journalisme et reportage en période électorale sont entre autres thématiques abordées au cours de ces premiers ateliers. Yamadou Keïta, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Ségou. Les 2 thématiques résonnent profondément avec la situation actuelle de notre pays. Il s'agit notamment du rôle des médias dans la prévention et l'apaisement des tensions socio-politiques en période électorale et de l'éducation aux médias et à l'information face à la mésinformation, désinformation. Pour illustrer leur importance, permettez-moi de vous dire ceci. Des journalistes formés à la vérification des faits et à la médiation sociale permettent de désamorcer des crises électorales et post-électorales face à des campagnes massives de désinformation sur les réseaux sociaux. L'organisation de cet atelier entre dans le cadre de la prévention et de l'apaisement des tensions sociopolitiques avant, pendant et après les élections. L'atelier est une initiative de la Maison de la Presse en collaboration avec l'ambassade des États-Unis. Ségou, Honoré Tchenou et Cheikh Tangara pour l'ORTM. Oui, les journalistes de Koulikourio sont certainement intéressés par cette formation. En attendant, ils assurent la couverture d'une mini-foire aux céréales ouverte dans la région. Elle met en relation les producteurs, les commerçants et les transformateurs. L'espace permet à ces acteurs du marché d'améliorer leurs revenus et d'avoir accès aux produits de qualité. Visite guidée des stands bien garnis des produits made in Mali sous la conduite de notre correspondant sur place, Ousmane Kouita. Ils sont producteurs, transformatrices, commerçants et industriels venus de l'intérieur de Koulikoro et de Sikasso à prendre part à cette mini-foire aux céréales. L'objectif est de créer un partenariat gagnant-gagnant entre ces acteurs clés du marché céréalier que sont les producteurs, les commerçants, les transformatrices et les industriels. Tangara Amnata Koulibaly, directrice exécutive de l'ONG Mali Marca. Nous avons tenu à organiser, après les travaux de campagne, les opérations de récolte, une foire aux céréales pour faire une mise en relation entre les commerçants et puis les industriels et les OP qui ont eu à faire la production pendant la campagne passée. Bourama Kassambara, chargé du programme à Agra Mali. La solution de l'Afrique passe par l'agriculture. C'est dans ce sens que Agra a été créé. Nous avons estimé que l'Afrique a les ressources, l'Afrique a les potentiels, mais il manque vraiment des volontés politiques et des appuis financiers. Dans ce sens-là, Agra a été créé. Cette espèce de rencontre et de négociation entre ces différents acteurs est une opportunité à saisir. Luc Diara, directeur régional de l'agriculture de Koulikoro. Cette foire met en relation les producteurs, les commerçants, les transformateurs pour que nos producteurs puissent tirer le maximum de profit sur les excédents de céréales qu'ils ont eus, en tout cas pendant cette campagne. C'est une foire d'opportunité pour améliorer le revenu de nos producteurs au niveau de la région de Koulikoro. Dans les stands installés pour l'occasion, on avait des produits transformés, des céréales et des jus à base de nos fruits locaux. Une satisfaction pour les participants de cette mini-foire aux céréales de Koulikoro. Diakité Fanta Diara, participante. Aujourd'hui, nos produits locaux sont transformables. Ces produits sont un peu partout. Sidiki Badjan Doumbia,
participants. Nous sommes des commerçants. Nous sommes venus acheter des céréales, voire beaucoup de céréales. Et nous sommes vraiment satisfaits. Auparavant, les participants avaient eu droit à une communication sur comment chercher le marché, la fixation des prix. Koulikoro Ousmane Kouita, Adaman Singere pour l'ORTM. De la capitale du Méguétan à la cité mystérieuse, parcourons les 655 km qui séparent les deux villes pour parler de cet autre point de notre culture, la broderie à la main. Elle est classée au patrimoine immatériel et occupe une place importante dans la vie des communautés à Tombouctou. Le métier parfois réservé aux hommes a désormais un visage féminin. 5 femmes excellent dans le domaine et tirent leur épingle du jeu, car il faut souvent débourser 700 000 francs CFA pour s'offrir un boubou brodé à la main selon le modèle. D'autres détails dans ce grand format signé Najim Baba Sissi. À la fois artistique et artisanale, la broderie traditionnelle faite à la main est un modèle vestimentaire expressif, dont les porteurs se distinguent par leur classe sociale. Elle occupe une place importante dans la vie des communautés à Tombouctou. Alboukari Ben Essayouti, chef de la mission culturelle de Tombouctou. C'est non seulement artistique, c'est culturel, mais c'est aussi profondément ancré dans la structure sociale, économique de Tombouctou. La broderie, comme d'autres formes artistiques se rattachant au port vestimentaire, je parle par exemple les coiffures, les tresses, beaucoup des motifs de la broderie traditionnelle, on les retrouve dans les alluminures, même de certains manuscrits. Mahaman Dedeo, quadragénaire, est considéré aujourd'hui comme le dernier maître de cet art qu'il a appris auprès de ses maîtres. La broderie à la main, c'est un métier qu'on transmet de génération en génération. Ça vaut plus de 30 ans que j'ai exercé ce métier parce qu'à Tombouctou, c'est un métier qu'on hérite de nos parents. Donc depuis à l'enfance, j'étais dans l'atelier de mon maître. J'ai exercé, j'ai commencé à apprendre la broderie à la main depuis 1987. Les prix de ces boubous varient de 60 à 700 000 selon le modèle. Maman Dedeu, maître brodeur. Les picoles, on fait ça à 70 000, 60 000. Un chamignon, on fait ça à 80 000, 90 000. Haussenos, on fait ça à 150 000, 175 000. Tout de suite, les Woké Fonds de Djerry qu'on est en train de fonctionner, c'est pour une personne qui n'est pas tombouctousien, on l'a confectionné à 750 000. Difficile pour lui d'assurer la transmission de son art aux jeunes garçons, pour faute de leur disponibilité, car son apprentissage requiert du temps. Maman Dedeu, maître brodeur. On est en train de transmettre les savoirs aux femmes. Or que dans l'histoire de Tombouctou, les femmes n'ont jamais confectionné des boubous brodés à la main. Donc ça, c'est mon initiative personnelle. Je vois que les femmes sont un peu patientes plus que les hommes. Donc Dieu merci, aujourd'hui, j'ai au moins 5 femmes qui sont maîtres d'eux-mêmes, qui exercent ce métier. Alboukari Ben Essayouti, chef de la mission culturelle de Tombouctou. La broderie de la main, c'est un paradoxe parce que c'est le domaine où la demande est forte. Chaque Tombouctien veut avoir un boubou traditionnel, mais l'offre est très faible, en ce sens que les ressources humaines se raréfient. Il y a très peu de compétences. Il n'y a peut-être aujourd'hui qu'une seule compétence qu'on peut valoriser, parce que le système d'apprentissage, il est lent, il est long. 5 jeunes femmes passionnées du métier connaissent déjà le secret de la broderie. Fatouma Adjabiakoy, apprenante. C'est un travail que j'ai trouvé dans la famille. J'ai adoré et je suis rentrée dedans par ma propre volonté. Aujourd'hui, le musée municipal de Tombouctou, avec le concours de la mission culturelle, accomplit des grands efforts pour pérenniser ce patrimoine immatériel en difficulté. Alpha Oumar Sissé, gestionnaire du musée municipal de Tombouctou. À partir de nos objectifs de conserver, sauvegarder et diffuser, c'est à partir de là qu'on a amené une petite enquête pour savoir est-ce que ce métier-là existe. On a constaté que vraiment c'est un métier qui presque n'existe même pas. C'est à partir de là qu'on a découvert ce grand maître-là. Bon, il était caché, il faudrait qu'on l'amène ici pour qu'il puisse avoir une visibilité. C'est quelques clients qui l'approchent et aussi nos quelques visiteurs qui viennent qu'on pourra faire un tour. C'est pour cela qu'on l'a amené ici. Le décret du président de la transition de faire de 2025, année de la culture et des arts, est bien suivi par les responsables
aussi bien que les acteurs qui mesurent les enjeux d'une telle initiative. Alboukari Ben Essayouti, chef de la mission culturelle de Tombouctou. Avant que le président ne décrète 2025 année de la culture, le président de la République a choisi Tombouctou pour abriter la Biennale. On a dit que c'est une opportunité pour magnifier la culture à travers la Biennale artistique et culturelle donc, de 2025. Donc les acteurs culturels que nous sommes, on est décidé à faire de 2025 une année de la culture. On est décidé à faire en sorte que 2025 magnifie Tombouctou, magnifie la culture malienne, magnifie le Mali. Les arts et la culture étant le poumon de l'économie de la région de Tombouctou, les acteurs s'engagent à relever les défis culturels liés à l'organisation de la Biennale artistique et culturelle 2025 à Tombouctou. Avant de poursuivre cette édition, c'est communiqué qui vient juste de nous parvenir. Dans le cadre de la mise en œuvre de sa feuille de route, en particulier les aspects relatifs à la libre circulation des citoyens, le président de la Confédération des États du Sahel informe l'opinion confédérale et internationale de la mise en circulation des passeports de l'AES à compter du 29 janvier 2025. Toutefois, les anciens passeports demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration. Cependant, les citoyens de la Confédération AES détenteurs des anciens passeports arborant le logo de la CEDEAO en cours de validité peuvent les faire remplacer par de nouveaux passeports de l'AES conformément aux règles en la matière. En tout état de cause, le président de la Confédération des États du Sahel rassure les populations de l'espace confédéral que toutes les dispositions utiles seront prises pour garantir l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens. Que Dieu bénisse l'AES et préserve ses citoyens. Fait à Bamako le 23 janvier 2025, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel. La page sport de cette édition est essentiellement consacrée au football, avec le démarrage hier du championnat national féminin. Quant à la 9e journée du championnat national de Ligue 1, elle prend fin cet après-midi. Sur la scène européenne, la 7e et avant-dernière journée du groupe de la Ligue des Champions s'est achevée hier. La synthèse de l'actualité sportive porte la signature d'Isaac Thienou. La 9e journée du championnat national de Ligue 1 professionnelle s'achève cet après-midi avec deux oppositions au stade Mamadou Konaté. Le Samuel de Bamako, c'est l'hôte de FC Yara à 16h. Et le Djouba accueillera AS Police à 18h. Hier, deux rencontres ont été jouées toujours au stade Mamadou Konaté. Afrique Football Elite a été battu par Biga FC 1-0. Le temps du mandat a plié devant l'AS Bakaria de Barouli 2-0. En ouverture de cette journée, les 11 cadres de Nyarela se sont inclinés 1-0 devant l'US Boukouba. L'AS de Bamako a battu l'ASCO par 1-0. C'est sur ce même score de 1-0 que l'USFAS a perdu face à l'US Bougouni. La saison 2024-2025 du football féminin s'est ouverte hier à la faveur de la première journée. Sur le terrain de l'ASL de Bamako, l'AS Mandé a battu Surubaba par 3-0. Sur le terrain municipal de Djelibougou, Amazon de la commune 5 a vaincu l'AS Police 2-0. À Kaï, Tigras de Kaï a plié devant Sperdion de Amdalaï 6-1. À Sikasso, l'AS Momo a gagné face à l'entente sportive de Sirakro Méritana 4-0. Eh bien, le programme se poursuit cet après-midi avec deux rencontres. L'ISFAS joue contre le terrain AC de Sam sur le terrain de la Céréale et l'ASL de Bamako affronte Centre UFC sur le terrain municipal de Djelibougou. Et puis, Ligue des champions d'Europe des clubs, l'avant-dernière journée de poule a pris fin hier. RB Leipzig a battu Sporting par 2-1. Shakhtar Donetsk a eu raison de Brest 2-0. Victoire de l'Arsenal face à Dynamo Zagreb 3-0. Le Real Madrid a battu Salzbourg par 5-1. Sparta Prague à domicile a été battu par Milan AC 1-0. Celtic a dominé Young Boys par 1-0. Femoun a battu le Bayern Munich par 3-0. Le Paris Saint-Germain a gagné face à Manchester City 4-2. Et Milan AC l'a emporté devant Girona 1-0. Nous restons avec Isaac Thienou pour parler de la leçon du sport. Elle porte ce jeudi sur la technique des prises si vous voulez un sport de combat dont le but est de tomber l'adversaire. Explication. Comme toutes les disciplines sportives, la lutte obéit à des règles qui constituent la loi du jeu et qui définissent sa pratique dont l'objectif est de faire tomber l'adversaire ou de le vaincre au point. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la technique de lutte, une technique qui définit la principale règle de lutte. Le président de la commission des arbitres de la Fédération malienne de lutte au Mali, Demba Dassoko, nous précise. La technique est exclusivement debout. Donc le lutteur doit être debout.
Autrement dit, toute action entreprise après la chute ferme au sol est proscrite. Il n'est pas permis d'attaquer dans certaines conditions, comme avec l'appui d'une main au sol. La valeur de l'action se détermine toujours par rapport à la position du lutteur attaqué. L'attaque à partir de 2 genoux à terre est interdite. L'appui d'une main au sol pendant l'attaque ou la contre-attaque est autorisé. La technique appelle l'utilisation directe et active des bras sur tout le corps de l'adversaire. D'autres pratiques sont également interdites dans la phase défensive, nous dit Demba Danzoko. La participation directe et active des jambes dans les actions défensives et offensives, dans tous les cas, la prise du coup en collier, étranglement et la saisie de ceinture, tissu ou culotte sont formellement interdits. Si le lutteur attaqué a au moins un genou à terre, sa position est jugée en tant que position par terre. La position du lutteur attaquant n'est pas importante quand il s'agit d'évaluer une prise. Chronique judiciaire. Il est chargé de donner un caractère d'authenticité aux actes de l'autorité publique et intervient dans l'immobilier, les droits de la famille ou encore les droits des sociétés. Il s'agit du notaire, comment les saisir et qui fixe les honoraires de cet officier libéral. Les réponses dans la chronique judiciaire signée Garibou Pirouf. Rédacteur d'actes, le notaire est installé à vie pour assurer le service public de la preuve. Pour saisir ce magistrat de l'amiable, on se rend à son office. Régi par la loi de juillet 2014, le notaire détient le pouvoir authentique donné par l'État. Dans une formule plus imagée, le notaire est un marchand de sécurité juridique. Maître Baba Aïdara, notaire. Le notaire, on est supposé être une porte d'entrée pour connaître le droit. Nous, on ne vend pas du mil, on ne vend pas du riz, on ne vend pas des motos, on ne vend pas des briques. Ce qu'on vend, c'est de la sécurité juridique. Le notaire n'est pas avocat, il est juriste et intervient fréquemment dans les domaines de l'immobilier, les droits de la famille et de succession et les droits des sociétés. J'avais un professeur qui avait donné une citation que j'aime bien. Le notaire, c'est le médecin généraliste du droit. Quand vous êtes malade, vous allez voir le médecin généraliste. Le médecin généraliste va vous dire c'est un problème de peau, allez voir le dermatologue. Ah, vous devez vous faire opérer, allez voir un chirurgien. C'est un peu le rôle du notaire. Quand vous allez venir voir le notaire pour une question XY, ce n'est pas obligatoire que le notaire vous fasse un acte. Ça peut se limiter à du conseil. Ça fait partie de notre rôle de pouvoir rediriger également les clients vers le professionnel du droit dont il a besoin spécifiquement. Le notaire doit faire vivre la comptabilité de son entreprise pour assurer sa continuité. Comment obtenir ses services et comment les tarifs de ses prestations sont fixés. C'est très simple. Vous venez dans une étude notariale. Si vous vendez un bien de 1 million par exemple, le client quand il va ressortir, il va dire « Ah, j'ai acheté un bien à 1 million, j'ai payé 200 000 francs chez le notaire, c'est 20%. » Mais en réalité, le notaire a prélevé 200 000 francs, mais va reverser 180 000 francs dans les caisses de l'État. Il ne gagnera en réalité que 20 000 francs. Collecteur indirect d'impôts, interface entre le gouvernant et le gouverné, le notaire est tenu au secret professionnel avec une compétence territoriale. Un bon notaire, c'est un notaire qui pose des actes qui évitent des conflits. Si on s'attend sur quelque chose et qu'on signe un papier chez le notaire, demain, il n'y a plus de problème de preuve. Si vous avez promis que vous alliez me donner votre stylo dans 3 jours, on n'a plus besoin d'aller au tribunal et d'engorger les tribunaux qui sont déjà très chargés en République du Mali pour prouver que oui, vous aviez bien pris l'engagement, etc. L'acte de notaire est clair. Très organisé, le notaire est la mémoire vivante de notre vie en société. Mon grand-père qui a créé la société, qui était avec son frère à l'époque, au départ, ils étaient à combien? On a perdu les documents. Le notaire les a. Vous voyez, ça permet une traçabilité qui est extraordinaire. Bien que nommé par décret, le notaire n'est pas un fonctionnaire. Pourtant, même éteint, ses actes restent toujours en vigueur. En d'autres termes, les documents rédigés et signés par le notaire s'appliquent à tout moment et avec force obligatoire. Avant de boucler cette édition, nous revenons sur ce communiqué ainsi libellé. Dans le cadre de la mise en œuvre des affaires de route, en particulier les aspects relatifs à la libre circulation des citoyens, le président de la Confédération des États du Sahel informe l'opinion confédérale et internationale de la mise en circulation des passeports de l'AES à compter du 29 janvier 2025. Toutefois, les anciens passeports demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration. Cependant, les citoyens de la Confédération AES détenteurs des anciens passeports arborant le logo de la CEDEAO en cours de validité peuvent les faire remplacer par de nouveaux passeports de l'AES
conformément aux règles en la matière. En tout état de cause, le président de la Confédération des États du Sahel rassure les populations de l'espace confédéral que toutes les dispositions utiles seront prises pour garantir l'effectivité de la libre circulation des personnes et des biens. Que Dieu bénisse l'AES et préserve ses citoyens. Fait à Bamako le 23 janvier 2025, signé le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, président de la Confédération des États du Sahel. Ainsi s'achève cette deuxième édition de Mali Actualité qui vous a été servie par Bintou Traoré à la mise en onde, Badi Touré à la mise en ligne et au micro Brahma Traoré. Merci à Ousmane Daou qui m'a aidé à la préparer. Le prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 19h30. Merci à vous de nous avoir suivis et belle fin de journée à vous où que vous soyez.